Petite mise en situation pour vous, parce que là j'ai beaucoup parlé. Mais là, on va réfléchir ensemble. Mathieu, un PD qui ne s'assume pas. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire. Mathieu est un adolescent de 15 ans, un brin timide et introverti. Il a peu d'amis de son âge. Il fréquente depuis quelques semaines la Maison des Jeunes. Maison des Jeunes, est-ce que vous avez ça ici? Ouais. Où vous travaillez en tant qu'animatrice. Vous remarquez que les autres jeunes l'agacent souvent, dénigrant son apparence physique et sa manière efféminée. Lors de votre rencontre d'équipe hebdomadaire, vous discutez de la situation avec vos collègues. L'un d'eux affirme que si Mathieu a fait le choix d'être gay, il devrait s'assumer et avouer son homosexualité à tout le monde. Vous êtes l'animatrice ou l'animateur à l'équipe. Vous entendez ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être qu'il n'est même pas gay. On ne le sait pas. On présume, parce que son physique, peut-être son style vestimentaire ou ses façons de s'exprimer, tout ça, qu'on associe à l'homosexualité. Mais est-ce qu'il l'a dévoilé? Pour l'instant, on ne le sait pas. Peut-être que oui. Peut-être que notre collègue a eu une confidence du jeune, mais on n'est peut-être pas au courant. Il y a trois plans d'intervention, hein. Les jeunes, de la maison de jeunes, Mathieu et les collègues, l'équipe de travail. Il y a trois types de trucs qu'on pourrait faire, en fait. Mentionner la violence puis l'intimidation qui est vécue dans la maison des jeunes en mentionnant qu'il y a un code de vie ou que ce type de comportement-là n'a pas sa place dans la maison des jeunes. Faire de la sensibilisation. Inviter des associations LGBT à venir faire un petit atelier, ça peut être chouette. Ça peut être une belle façon d'aborder les réalités gays et lesbiennes, bisexuelles. Mais avec Mathieu, je reprends votre commentaire. Donc, je fais Mathieu, par exemple. Puis là, vous me rencontrez. Vous me demandez quoi? Il y a deux choses que je veux retenir. D'une part, quand on fait une animation de groupe, donc sur le volet jeune, dans la maison des jeunes, ne pas attirer l'attention sur Mathieu. Surtout pas. On ne veut pas créer encore plus de malaise chez lui. J'ai déjà vu, et ça c'était déplorable, j'ai déjà accompagné un milieu comme ça. C'est une situation vécue. Hein. Tout ce que je vais vous présenter, là, c'est tout du vécu. La fille disait, oui, mais moi, je veux qu'il s'assume, qu'il le dise à tout le monde. Puis, en fait, je vais faire un atelier, puis ça va être sa déclaration aux jeunes dans la muette. Et je dis, quoi? Elle dit, oui, parce qu'elle venait d'avoir une formation sur les différentes étapes. Puis elle disait, je sais c'est une bonne chose de s'assumer puis le dire. Je dis, mais attention, le dire, il peut avoir des conséquences à ça. Est-ce que tu sais si sa famille va l'accepter? S'il est gay, mais on ne le sait pas encore. Si la famille le rejette, elle m'a dit, ben non, tous les parents acceptent leurs enfants un jour ou l'autre. Ce qui est faux. Il y a des gens, puis moi j'avais ça comme erreur en disant, j'ai déjà eu un parent en disant, ben oui, vous l'aimez votre enfant. Non, je ne l'aime plus. Donc, si on force quelqu'un à faire un coming out, il peut avoir des conséquences. Et comme intervenant, on a une part de responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas comme un infirmière ou un médecin que sur le plan médical, il y a des... Mais même sur le plan psychosocial, psychologique, il y a on a une responsabilité, une éthique qu'il faut respecter. Et ça, c'en est un, principalement. Donc, pas forcer les choses par rapport à ça. Et non pas lui attirer tout le regard des jeunes sur lui. Pas lui demander comment il se sent par rapport à ça. Ça, on va le faire individuellement avec Mathieu. Puis les jeunes, d'un autre côté. Avec Mathieu, ce qui peut être un bon truc, ce que je vous suggère pour créer un lien de confiance dans ce cas-là, c'est d'une part pas aborder l'orientation sexuelle dès le départ, parce qu'il va être sur la défensive. Et un jeune de 15 ans qui est timide et introverti, qui veut faire partie d'un groupe, ne va pas aller dénoncer ses agresseurs. En tout cas, il ne va pas tout de suite tout vous déballer comme violence, parce que sinon, il va être perçu comme la personne qui a dévoilé, qui a un panier percé, ou nous, au Québec, on dit stooler. Un stooler, c'est une personne qui va dire les choses, qui va rapporter aux adultes, en fait. Mais il va peut-être pas avoir, il veut pas avoir ce rôle-là dans la maison des jeunes, donc il va se taire. Ce que vous pouvez lui dire, c'est en disant, écoute Mathieu, ben pas de cette façon-là, mais en disant plutôt, hey, c'est chouette que tu sois là dans notre milieu, tu as une belle présence, je suis vraiment content que tu sois parmi nous. Sache que s'il y a quoi que ce soit que tu vis ou que tu aimerais parler à quelqu'un, ben moi je suis là avec toi.
peut-être un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a j'ai entendu des propos par d'autres jeunes qui sont des propos inacceptables. Si vous ne mentionnez pas ça, là, le jeune ne sait pas de quel côté vous êtes. Est-ce qu'elle est contre moi ou avec moi? Vous devez en fait, dans l'intervention, créer une alliance avec le jeune. Et comment faire pour créer une alliance, un lien thérapeutique, comme on entend souvent en intervention? Bien, c'est montrer que je t'accompagne, je suis avec toi. Et en termes d'intimidation, je n'approuve pas. Et là, déjà là, le jeune va dire, OK, donc cette personne-là considère que c'est de la violence, je vais peut-être pouvoir en parler à elle, à cette personne-là qui m'a dit ça. Vous lui dites pas parce que tu as le droit d'être gay. Parce que là, déjà là, il va non, je me brusque. Ou si vous posez des questions comme ah, mais serais-tu gay? Il va tout de suite dire ah, pourquoi tu demandes ça? J'ai l'air gay, c'est ça, hein? Il va peut-être se mettre sur la défensive en disant plutôt quand vous parlez des autres et que vous êtes un allié avec lui, bien Mathieu, j'ai entendu ça, je les ai entendus. Comme ça, c'est pas à lui à rapporter, c'est pas à lui à dénoncer. Vous l'accompagnez là-dedans, puis par la suite, peut-être, quand vous allez avoir un lien de confiance, il va pouvoir vous parler des situations qu'il a vécues. Mais au départ, ça m'étonnerait beaucoup qu'il vous en parle de lui-même. Donc, un bon point, c'est de dire, j'ai entendu ça, c'est inacceptable. Pour moi, je vais entreprendre quelque chose parce que dans notre milieu, je veux que tout le monde soit bien et je veux que tu sois bien parce que je trouve que tu as ta place parmi nous. Donc là, il va se sentir inclus, acteur de son propre épanouissement, mais vous allez l'accompagner là-dedans. Il ne sera pas seul et pas isolé, en fait. On veut briser cette image-là ou peut-être cette crainte-là qu'il va avoir. Et vous pouvez conclure en disant, bien, écoute, si un jour tu veux parler de ce que tu vis, ça peut être très large, mais je pense comme première étape, comme première approche, peut être un bon point de départ pour ouvrir une porte. Pour dire, si tu veux un jour en parler, sache que moi, je suis là pour toi. Ça va me faire plaisir de te rencontrer, on va pouvoir en parler. Et, vous ne terminez pas cela. Ce qu'il faut rajouter, c'est dire, et ce que tu vas me dire, ça va être entre nous, ça va être confidentiel. La grande crainte qu'un jeune qui se questionne, ou qui vit de la violence, qui vit différents types de violence en fait, c'est toute la notion d'anonymat et de confidentialité. Donc, si vous l'assurez en disant, je vais être discret et je ne vais pas en parler aux autres jeunes, ça va être entre toi et moi. Déjà là, le jeune va savoir, OK, je vais pouvoir me révéler un jour si je le sens le besoin. Bien, cette personne-là est mon allié et est prête à m'écouter. Donc, c'est des petites pistes d'intervention qui peuvent être intéressantes. Je vous invite également, comme personne, à peut-être tenter de ne pas dire le mot « avouer son homosexualité ». On avoue un crime ou un péché. On n'avoue pas c'est pas mal. On va le dévoiler, on va annoncer, on va en parler, on va le dire, mais on n'avoue pas son homosexualité. C'est un terme qui est employé souvent dans les médias, partout en fait. Mais je vous invite peut-être, parce qu'il y a une connotation, le mot a une connotation importante. Et rappelez également que ce n'est pas parce qu'on en parle à tout le monde que ça va améliorer les choses comme ça, magiquement. Quand la personne n'est pas prête, quand elle n'est peut-être pas rendue à l'étape d'en parler, ça, je vous ai présenté les étapes avant, pour ne pas dire que, c'est comme, ça règle tout le coming out. Non, au contraire, ça peut même, particulièrement quand on est dépendant d'une famille ou des parents, ça nous met en danger. Il y a même moi des jeunes, j'ai suggéré à des jeunes de ne pas faire leur coming out avec leur famille. Parce qu'on a évalué ensemble, le jeune et moi, puis on en discutait, il y a des risques. Et là, il dit, OK, mais si tes parents le prennent mal, il dit, oui, c'est sûr qu'ils vont me couper la tête. OK, est-ce que tu as une tante, un oncle qui peut t'accueillir, tes grands-parents, des amis? Il faut penser à un plan B ou C avant parce que le coming out ne règle pas tout. Il ne faut pas avoir cette idée-là en tête, particulièrement chez les jeunes. Ça ne me dérange pas qu'elle soit lesbienne, mais là, elle fait trop camionneuse. Vous êtes assistante sociale dans un centre de planning. Vous y faites la rencontre de Madame Laviolette. Je ne sais pas si c'est un nom, c'est pas très belge, je présume. C'est très québécois. Madame Laviolette, femme d'une quarantaine d'années et mère monoparentale. Elle vous mentionne que sa fille Florence lui a dévoilé son homosexualité il y a quelques mois et que depuis, leur relation est très tendue. Madame Laviolette vous confie que l'apparence masculine de sa fille la révulse et qu'elle n'approuve pas son nouveau style de vie.
Donc, un bon point de départ, comme Manon disait, mais qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi pour vous? Puis là, dire, et là, on va peut-être vous dire, justement, mais oui, mais ma fille, elle avait tellement un bel avenir devant elle. Elle est bonne à l'école, elle aurait pu faire une belle carrière. Parce que peut-être pour elle, comme parent, elle associe homosexualité et un style de vie avec aucune possibilité, aucun avenir, aucun futur. C'est peut-être ça, en fait, sa crainte. Puis il faut en fait cerner d'où vient son malaise, d'où vient ça. Et souvent, par rapport à l'apparence, c'est parce que ça se voit. Si au moins ça ne se voyait pas, ça c'était une lesbienne plus féminine qui cadre un peu dans les normes sociales, peut-être qu'elle aurait peut-être moins de malaise. Donc, c'est aussi voir un peu, mais comment vous vous sentez par rapport à ça. Et là, c'est peut-être un sentiment de honte quand elle est dans la rue avec sa fille, les regards des gens. Et là, c'est tout le statut minoritaire que cette femme-là, elle se rend compte que les gens la jugent énormément. Donc, c'est le regard des autres souvent. Et moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de laisser ventiler, laisser dire les gens leurs émotions, leur normaliser. Et souvent, et moi, c'est ce que, avec mon expérience, c'est ce que ça m'indique beaucoup, même les gens au téléphone, quand je parlais avec une dame ou avec un homme, en disant, là, ils me disaient tout ça, là. Puis des fois, c'était des mots très, très durs, hein. Je leur disais, bien, tout ce que vous me dites, moi, ce que j'entends, c'est que vous l'aimez beaucoup, votre enfant. Et là, c'est souvent, ils se mettent à pleurer. Et là, moi, je vous invite beaucoup à rétablir des émotions positives envers leur enfant. Parce qu'on se rappelle, les réactions qui vont être plus difficiles, parce qu'il y a des parents qui réagissent bien, parce qu'ils ont peut-être moins de conflits entre l'amour de leur enfant et la perception qu'ils ont de l'homosexualité. C'est quand il y a un conflit de perception que ça va poser problème. Et là, elle parle beaucoup de la perception qu'elle a de l'homosexualité. Mais en intervention, ce qui pourrait être bien, c'est de ramener l'idée de l'amour envers son enfant en disant « Mais toutes les émotions que vous vivez, je les comprends, je les entends. C'est normal aussi de réagir comme ça. C'est un choc hein, pour vous? » « Ah oui, c'est un choc. Oui, c'est un choc. Je me sens mal. » Ouais. Mais ça aussi, ce que j'entends avec tout ce que vous me dites, c'est que vous l'aimez beaucoup, votre fille. Et là, souvent, ils vont se mettre à pleurer, donc dire, prenez du temps pour accompagner le parent en disant, c'est des émotions qui sont tout à fait normales, vivez-les. Puis après ça, vous pouvez recadrer en disant, est-ce que c'est le regard des autres qui vous pose? J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Ouais, mais il faut qu'il y ait un moment qu'elle puisse faire sortir le méchant, qu'elle puisse dire ce qu'elle a sur le cœur. Parce que sinon, si on lui dit, mais voyons, votre fille, elle a le droit d'être qui elle est, là, vous lui renvoyez une culpabilité sur les épaules en disant, tu n'as pas fait ton boulot de mère comme parent, tu as mal fait ton boulot. Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ta réaction n'est pas légitime. C'est ce qu'elle va entendre. Mais c'est pas ça qu'on veut, parce que sinon, elle va se refermer encore davantage et avoir une plus grande culpabilité sur ses épaules. Vous êtes intervenante sociale dans une maison de la famille. Ça existe ici, maison de la famille? Centre de la famille? Oui, planning familial, ça marche. Jacques, qui est trésorier de l'association, souhaite vous rencontrer pour discuter d'une situation personnelle qui le préoccupe. Donc, il cogne à votre bureau, il frappe à la porte. Ouais. Il cogne à la porte. Il cogne et vous demande, est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais aborder quelque chose avec toi. OK. Il vous raconte qu'il soupçonne que son fils Alexandre, qui est homosexuel, il vous avoue qu'il a fouillé dans l'historique de navigation de l'ordinateur de son fils et y avoir trouvé des sites pornographiques pour hommes gays. Donc, il vous dit ça... Ouais, j'ai été voir l'ordinateur, c'est peut-être même l'ordinateur familial, puis j'ai vu dans l'historique que mon fils était voir plein de sites porno gays. Reconnaître que la démarche du parent est excellente. Je sens que vous voulez aider votre enfant. Vraiment, ça me touche beaucoup que vous preniez l'occasion, je sens qu'encore une fois, souligner l'amour du parent en disant « Wow, c'est fabuleux ce que vous faites. Je sens que vous voulez vraiment l'aider, l'accompagner là-dedans. » Ça, c'est merveilleux. Donc, un peu de valorisation, c'est toujours bon. Comment on en parle maintenant? Souligner, donc parler d'homosexualité en général peut être une stratégie intéressante en disant, trouver des occasions pour le parent qui puisse affirmer quelque chose de très clair en disant, moi, j'ai pas de problème avec l'homosexualité. J'accueille. Puis, donc ça, c'est un message qui est envoyé à l'enfant en disant, OK, parce que parfois, ça va être beaucoup ça, hein, ça va être les craintes. Même si elles ne sont pas fondées, même si elles ne sont pas avérées,
les enfants vont avoir parfois des craintes en disant « j'ai pas le goût de le dévoiler à mon parent parce qu'il va peut-être mal réagir ». Donc, si le parent dit « ben moi, j'ai aucun problème avec ça », puis j'aimerais que les gens qui vivent, donc peut-être plus subtil ou des fois plus direct également, comme une discussion avec leur enfant, peut aborder pour reconnaître, puis surtout miser sur l'idée que le parent va l'accepter. C'est ce que l'enfant a besoin d'entendre souvent. Mais ça peut prendre un certain temps. Hein. Et encore là, une fois, forcer un parent à pousser la question, ça peut des fois inciter le jeune à se retrancher dans son silence, dans son mutisme. Donc des fois, il faut doser et peut-être justement voir, quand je vous parlais du modèle là, familial, voir, OK, mais votre conjointe, est-ce qu'elle elle est présente? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Donc, un peu plus poussé, pas juste avoir en tête parent-enfant, mais toute la dynamique familiale avant de proposer des pistes d'intervention. Parce que des fois, ça peut passer avec les frères et sœurs. Dire, ben, si le frère ou la sœur a déjà un bon lien avec le jeune, mais dire que ça devient un allié. Comme ça, les confidences, des fois, peuvent passer par les frères et sœurs, s'ils sont d'accord avec ça, s'ils sont à l'aise d'entreprendre la démarche. La situation des LGBT dans le monde. Les peines les plus lourdes, ce sont les atteintes physiques et morales, le bannissement du pays, les peines de prison qui vont jusqu'à la perpétuité et la peine de mort. Alors tout ce que je viens de vous dire, ça concerne 80 pays sur 192. Donc on est près à la moitié des pays du monde qui criminalisent encore l'homosexualité. Alors sur la carte, il s'agit des pays dans les tons rose-mauve. Donc on peut voir effectivement que c'est majoritairement les pays d'Afrique, du Proche-Orient, et à ceux des Antilles aussi au-dessus de l'Amérique du Sud. Alors, quels sont ces pays? Oui, alors la peine de mort, elle est pratiquée dans 7 pays encore, comme je disais tout à l'heure. Et la Mauritanie, le Bénin, le Soudan, la Somalie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Yémen. Et quand je dis peine de mort, ce n'est pas un vain mot, puisque d'après nos sources, la dernière exécution a été appliquée en septembre 2011, donc ça fait pas longtemps. C'était en Iran, et c'était 3 jeunes hommes de 20 ans qui ont été pendus. Et ça, c'était vraiment le cas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre relations sexuelles entre hommes et celles entre femmes? Est-ce que c'est plus grave, moins grave? Est-ce que c'est la même chose? Plus grave homme? Majoritairement, je pense. On va voir ça. Alors, ici, il s'agit des punitions pour les relations entre hommes. Alors, en vert, les pays en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui punisse les relations sexuelles entre hommes. En bleu, c'est qu'il n'y a pas de données pour le pays. Et les autres couleurs montrent qu'il existe une loi qui prévoit la peine de mort ou l'emprisonnement. Donc, on reste effectivement dans les mêmes pays que ceux cités auparavant. Mais je pense qu'il est important de faire une distinction entre pas de loi et pas de problème. Ça fait différent. Le Congo, par exemple, non, c'est pas sur celui-là. Mais au Congo, normalement, on dit qu'il n'y a pas trop de soucis parce qu'il n'y a pas de loi. Mais j'ai des coups de téléphone qui proviennent du Congo et qui prouvent le contraire, quoi. Voilà, il y a une pratique. Alors, si je prends maintenant les punitions pour les relations entre femmes, vous voyez la différence de couleur d'un coup. Hein. Donc, identiquement, en vert, il n'y a pas de loi qui punit, en bleu, il n'y a pas d'info, et dans les autres couleurs, il y a la peine de mort ou l'emprisonnement. Alors, si on regarde les deux cartes, on constate que les relations sexuelles entre femmes intéressent quand même beaucoup moins les législateurs que les rapports entre hommes, puisqu'il y a très peu qui se soucient de l'écrire noir sur blanc dans leurs lois. Et ensuite, il n'y a qu'un seul pays au monde qui punisse le lesbianisme, alors qu'il y en a 7 de la peine de mort, alors qu'il y en a 7 qui punissent l'homosexualité masculine de la peine de mort. En fait, on en revient toujours aux relations sexuelles entre femmes. Elles sont souvent considérées comme étant inexistantes. Ce n'est pas une vraie sexualité de femmes qui font l'amour. Dans les pays d'Europe, pardon ? Pas de pénétration, pas de sexualité. Dans les pays d'Europe, c'est toujours le fantasme de l'homme hétéro. Il n'y a qu'à voir les films porno hétéro pour s'en rendre compte. 2 femmes se donnent du plaisir et attendent que le mâle vienne les faire jouir. C'est toujours comme ça. Vous avez déjà remarqué, c'est toujours comme ça. Dans les pays où l'homosexualité est punie par la loi, le lesbianisme, c'est plutôt considéré comme étant une déviance qu'on va savoir guérir par des viols correctifs. Ce sera fini après. Voilà.
Donc, avec les images qu'on vient de voir, ça prouve combien il est difficile de pouvoir vivre son homosexualité au grand jour dans de nombreux pays. L'une des conséquences, et là j'en reviens à fait d'asile, c'est le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit ici en Belgique et qui demandent l'asile en raison de leur orientation sexuelle. En 2011, le CGRA, c'est le Commissariat général aux réfugiés apatrides, a enregistré plus de 25 000 demandes d'asile en Belgique. Alors combien en raison de l'orientation sexuelle ? En 2011, il y en avait 823. Mais en 2006, il y en avait 116. Vous voyez un petit peu le boom de demandes. Le problème, c'est que ça pose vraiment plusieurs problèmes. Le premier, c'est que du coup, lors de la procédure, on est beaucoup plus pointilleux, parce qu'il y a une telle demande. On se demande si c'est justifié, si la personne est vraiment homosexuelle, ou bien si elle se dit c'est un bon moyen pour obtenir l'asile en Belgique, et comment prouver qu'on est homosexuel, puisqu'il n'y a pas de signes extérieurs qui peuvent le prouver. Donc ça pose vraiment de gros soucis pour l'instant en Belgique. Quel a été le premier pays au monde à ouvrir le mariage aux personnes de même sexe ? Attendez, Danemark ? Pays-Bas ? Pays-Bas ? C'est trop facile hein, pour toi. Bon, bah c'est bon, c'est le Pays-Bas. D'abord, c'est les Pays-Bas, puis la Belgique, puis l'Espagne, puis le Canada, et puis le Royaume-Uni. Je me suis arrêtée là. On va pas faire toute la liste. Alors, quand on reprend la carte de l'ILGA et qu'on regarde quel pays autorise le mariage de même sexe ou donne un substitut du mariage. Alors, toujours en bleu, pas de données. En vert, les pays qui ont rendu légal le mariage de même sexe. En gris, cela signifie qu'il est autorisé dans certaines parties ou États du pays, comme par exemple au Canada. En rose pâle, comme la France, il s'agit d'un substitut, mais dont les droits sont inférieurs à ceux du mariage. Et enfin, en jaune, un substitut dont les droits sont équivalents à ceux du mariage, mais ça ne s'appelle juste pas mariage. Alors, en tout, il y a 11 pays qui ont reconnu le mariage et 9 pays qui lui ont donné un substitut, mais qui donnent accès aux mêmes droits. Ça fait 20 sur le monde. En sachant que 20 pays reconnaissent le mariage ou un substitut équivalent, combien de ces pays, selon vous, autorisent l'adoption pour les couples de même sexe ? La moitié ? 5, 6. On va regarder ça. Alors, sur les 11 pays qui ont légalisé le mariage, il y en a 9 qui autorisent également l'adoption. C'est quand même déjà pas mal comme score. Au Canada et au Mexique, ce sont des pays qui autorisent le mariage. L'octroi dépend des régions. Et au Groenland, où il existe un substitut au mariage, par contre, là, l'adoption est autorisée. Et enfin, concernant les pays qui ont un substitut équivalent au mariage, il y a le Groenland qui autorise l'adoption, le Brésil qui l'autorise dans certaines régions. Et les autres pays n'ont pas légalisé l'adoption par les couples de même sexe. Donc c'est quand même pas trop mal. En Europe maintenant. Alors, ILGA Europe a réalisé une carte de l'Europe avec des points. Il y a des notes allant de moins 12 points à plus 30 points selon le niveau de LGBT-friendlytude, un mot que je viens d'inventer. Le gagnant européen, c'est le Royaume-Uni, puisqu'ils ont 21 sur 30. Nous, on a 17 sur 30. Moyen de faire mieux, hein, on en parlera après. Et alors, la France, qu'on entend tant pour l'instant, ils sont clairement à la traîne avec 6 sur 30. Donc je crois que si en plus ils ne légalisent pas le mariage, tout le monde va se moquer d'eux. J'ai vraiment fait des recherches pour trouver cette carte en version carte du monde que j'ai demandé à ILGA World, mais apparemment cette carte n'existe pas, donc je ne sais pas du tout si un pays a 30 sur 30. Affaire à suivre, je continuerai mes recherches. Est-ce qu'il existe des pays qui régressent en matière de droits LGBT, donc qui retirent des droits ou durcissent les lois? Alors oui, je vais y aller crescendo, et tout s'est passé en 2012. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais ils ne sont pas contents. En mars 2012, il y a une nouvelle loi qui a été votée en Russie et qui dit que toute personne qui débat, qui dit ou qui écrit quelque chose sur un thème gay s'expose à une amende de 12 000 €. C'est déjà pas très sympa, mais on peut faire mieux. En Hongrie, toujours en 2012, l'interdiction pour les personnes de même sexe de se marier a été inscrite dans la Constitution de Hongrie. Et là, pour faire marche arrière, je pense que ça va prendre du temps. Il y a quelques jours, il y a quelques jours vraiment, une loi a été votée à l'unanimité au Nigeria, punissant l'homosexualité et tout ce qui s'y rapporte. C'est-à-dire les LGBT, interdiction pour les couples de même sexe de se marier, évidemment,
mais également les associations LGBT sont interdites et les signes affectifs entre hommes ou entre femmes sont punissables également. Et alors j'arrive au top du top, c'est en Ouganda. Ce n'est pas encore fait, mais il y a une loi qui pour l'instant risque d'être votée. Actuellement en Ouganda, en tout cas, une personne qui est surprise de sodomie encourt une peine de prison de 14 ans. Une personne qui a des relations sexuelles homosexuelles et qui est récidiviste ou qui entretient une relation amoureuse avec une personne de même sexe encourt une peine de prison à vie. Ça, c'est la loi pour l'instant. Le projet de loi dit que les homosexuels multirécidivistes, les personnes atteintes du sida homosexuel et les toxicomanes homosexuels surpris de sodomie encourent une peine de mort au lieu de la prison à vie. Et ça, c'est en train de peut-être passer. Les droits LGBT, qu'est-ce qu'il reste encore à faire alors maintenant avec tout ce que j'ai présenté? Je vous en ai déjà pas mal parlé. Au niveau des droits de la famille, il faut une filiation directe en cas de naissance au sein d'un couple pour ne plus devoir passer par l'adoption intrafamiliale. Au niveau de l'adoption internationale, il faut travailler avec des pays qui acceptent de fournir leurs enfants à des couples de même sexe. Il faut légiférer en matière de GPA. Et alors, j'en viens à mon parent social, dont j'ai évoqué le terme tout à l'heure. Vu le nombre croissant de familles recomposées, puisque maintenant, en fait, la norme devient d'être issu d'une famille divorcée, c'est plus la norme maintenant, il faudrait une législation qui donne des droits et des devoirs à un ou plusieurs parents sociaux, puisque les enfants n'ont plus uniquement 2 parents, mais souvent plus. Dans le cadre de la coparentalité, par exemple, ils en ont au moins 3, si pas 4. Dans le cas de divorce, remariage, etc., là de nouveau, il y a plusieurs parents qui gravitent autour de l'enfant. Ils devraient pouvoir être reconnus juridiquement, pouvoir signer le bulletin, prendre des décisions médicales, etc., mais aussi avoir éventuellement un droit de visite en cas de reséparation des parents, pouvoir garder un lien légal avec cet enfant. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en 2003, en 2005, en 2007, mais pour l'instant, il n'y en a encore aucune qui a abouti. Alors, comme on remarque au niveau des droits de la famille, il y a quand même pas mal de choses qui coincent encore aujourd'hui. La Pride a décidé que le slogan de la Pride 2013 serait « Rainbow Families », puisqu'on sera juste 10 ans après la loi sur le mariage, et on veut vraiment marquer le coup pour montrer au niveau des droits de la famille, il faut vraiment bouger. L'interdiction pour les homosexuels de donner leur sang, c'est historique, ça date des années 80, les années SIDA. On ne savait pas d'où venait cette maladie, ça commençait à tuer plein de gens, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines populations qui l'attrapaient plus que d'autres. C'est la période des 4 H, les hémophiles, les haïtiens, les héroïnomanes et les homosexuels. Le problème, c'est que c'est vraiment resté encore aujourd'hui. On ne fait toujours pas la distinction entre personnes à pratiques sexuelles à risque et orientation sexuelle, ce qui sont 2 choses tout à fait différentes. On estime, le cercle médical estime que les homosexuels sont des populations à risque parce qu'ils baisent à tout va sans se protéger et du coup c'est méga dangereux, on ne sait jamais. Le problème c'est qu'on est toujours sûr de sa sexualité à soi, on l'est jamais de son partenaire. Mais ça vaut aussi pour les hétéros, on est sûr de sa sexualité à soi, on ne l'est jamais de son partenaire. Mais si on a un hétéro qui va voir partout à gauche, à droite, sans se protéger, et tchic et tchac machin, il peut donner son sang. Sur le questionnaire de la Croix-Rouge, il est mis, est-ce que vous avez quelque chose comme, avez-vous le même, vous n'avez pas changé de partenaire sexuel depuis 4 mois, un truc comme ça. Pour en revenir un petit peu aux médecins, il y a un document qui est distribué à tous les médecins généralistes et qui s'appelle « Recommandations bonnes pratiques ». Ce document recommande de pratiquer des tests HIV et MST sur toutes les personnes jugées à risque, telles que les homos, mais pas les hétéros. Dans le même cadre, il y a une campagne de sensibilisation de l'INAMI qui a écrit, je vous jure, noir sur blanc, « Un dépistage MST chez les patients ordinaires n'est pas recommandé. Le patient ordinaire, c'est le patient hétéro. » Alors que celui-ci, comme je vous disais, a peut-être une vie sexuelle très active, sans protection, sans rien du tout, mais le monde médical considère que l'homme hétéro n'est pas jugé à risque et que l'homme homo est vraiment un grand risque. Et alors, un petit mot sur le dépistage. Il faut promouvoir les dépistages réguliers
en dehors des milieux médicaux pour toucher une autre population. Je prends par exemple la population des gens qui fréquentent les parkings pour des relations sexuelles furtives. D'après certaines sources, je ne les ai pas vérifiées, mais d'après certaines sources, il y aurait près de 60% de ce public qui se considérerait comme hétéro. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire aussi, point de vue dépistage et information sur le sida et les transmissions. Alors, je vais vous dire un petit mot sur les personnes transgenres. La thématique pourrait à elle seule prendre aussi une journée d'information et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer tout ça, mais je voulais vous dire que du côté des droits des personnes transgenres, il y a encore vraiment du boulot. Par exemple, on considère que les interventions médicales sur les personnes transgenres devraient être considérées comme des interventions de reconstruction dans le processus de transition et pas comme la chirurgie esthétique, comme c'est le cas pour l'instant. Si ça fait partie d'un processus de reconstruction, ça veut dire que ça peut être pris en charge par la sécurité sociale, donc remboursé, et donc ça permettrait de réduire fortement le coût faramineux d'une chirurgie pour les personnes transgenres. Je vais aussi vous parler de la question des intersexes. Il s'agit d'une personne qui naît avec la totalité ou la partie des deux sexes génitaux, des parties génitales, pardon, des deux parties génitales. À l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe dans les cliniques, c'est que le chirurgien conseille fortement aux parents de rapidement remédier à cela. Hein? On va garder celui qui est le plus grand, le plus formé, et l'autre, on ferme le trou ou on coupe le zizi, on voit ce qu'on fait, mais il faut absolument quand même qu'on catégorise et qu'on puisse dire soit un garçon, soit une fille. Donc oui, quand je parle de conséquences, d'abord c'est une chirurgie lourde, hein, comme un bébé qui vient naître, on va commencer à faire ce genre de chirurgie sur son petit corps, c'est quand même un peu lourd. Il y a une mutilation des organes génitaux qui chez nous est normalement complètement interdite. Il y a des dégâts esthétiques pour l'enfant qui va grandir. Si l'enfant est déjà un peu plus grand quand on décide de pratiquer la chirurgie, il y a une humiliation ressentie par l'enfant. Et alors, comme tu disais, sans doute le cas le plus grave, c'est effectivement l'enfant, quand il va grandir, il va se sentir bien dans un genre ou dans l'autre. Si on a privilégié le mauvais genre, bonjour les dégâts. Pour l'instant, les personnes transgenres qui décident de changer de sexe ont l'obligation de se faire stériliser. Nous, on revendique le droit pour ces personnes de ne pas l'être. Je vais faire en cours. Hein. Et alors aussi, une revendication, c'est de faciliter les démarches administratives quand il y a tout ce processus de changement de sexe. Quand on va à la commune, il faut changer le prénom, l'état civil, etc., la civilité, etc. Que ce soit un peu facilité, que les agents communaux soient un minimum formés aussi sur la question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ce type de demande. Pardon. Et donc faciliter un petit peu tout ce processus.